Bonjour Guadalupe. Eh bien, on peut lancer le générique. Pas le générique, la bande-annonce. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ça fait quand même générique un petit peu, hein, je trouve même cette bande-annonce, ça vous donne un petit goût de l'ensemble du festival America. Bienvenue, bienvenue à vous trois, vous cinq avec vos interprètes pour cette table ronde intitulée Réparer les vivants. On va voir dans quelle mesure ça peut s'appliquer à certains de vos ouvrages. Je vais vous présenter très rapidement en commençant tout au bout avec Kawai Strong Washburn, qui est né à Hawaï, qui vit aujourd'hui à Minneapolis, dans le Minnesota. Vous êtes né, vous avez grandi sur la côte Amakua de la grande île d'Hawaï. Votre premier roman, c'est celui-ci que j'ai là, hop, qui est sorti aux éditions Gallimard et dont on va pas mal parler, Autant des requins et des sauveurs, qui a eu le prix des lecteurs Vincennes 2022. C'est tout frais, on peut l'applaudir pour ça, prix des lecteurs Vincennes. Eh oui. En anglais, vous aviez déjà eu le prix PEN Hemingway 2021 du premier roman et le Minnesota Book Award. Et vos autres textes, des nouvelles, ont été publiés dans des revues américaines prestigieuses. Vous êtes interprété aujourd'hui par Luca McCall. Bienvenue Luca et merci de votre travail. À votre droite, Guadalupe Nettel. Bonjour Guadalupe. Je suis très heureux de revoir après des années. On s'était vu à Marseille il y a très longtemps. Tu es né au Mexique. Tu as passé ton enfance entre le Mexique et la France, où tu as obtenu un titre de docteur en sciences du langage à l'EHESS. Tu es autrice de 4 romans, L'Autre chez Actes Sud, Le corps où je suis né, aussi chez Actes Sud, Après l'hiver chez Buchet-Chastel, et de recueils de nouvelles, Les jours fossiles, Pétales et autres histoires embarrassantes, La vie de couple des poissons rouges, j'en oublie probablement. Tu as aussi publié un essai sur Octavio Paz, et tu collabores à des revues et des suppléments littéraires internationaux. Actuellement, tu diriges la revue de l'Université de Mexico, c'est toujours le cas. Bienvenue, et tu nous parleras en français, évidemment. Et puis, à ma gauche, Ta-Nehisi Coates. Bonjour, Ta-Nehisi. Écrivain, journaliste, l'auteur de plusieurs ouvrages qui sont des essais, mais peut-être que là, on va pouvoir discuter avec lui des essais de journaliste, des essais aussi de critiques, des essais historiques, Une colère noire, par exemple, qui a eu vraiment un fort retentissement, qui est un essai qui retourne aux sources du racisme américain, qui dénonce la violence systémique faite aux Noirs et au corps noir. Donc c'est Between the World and Me pour le titre en anglais, c'est traduit Une colère noire en français, et ça prend la forme d'une longue lettre à son fils. Et puis plusieurs autres ouvrages. Vous faites aussi une collaboration pendant un certain nombre d'années avec Marvel pour diriger la revue Black Panther, dont vous avez aussi écrit des scénarios et des arcs narratifs qui se prolongent sur une cinquantaine de numéros. Et aujourd'hui, vous êtes là pour parler de ce livre autour de ce thème dont on a évoqué, La danse de l'eau, aux éditions Fayard. Et vous êtes interprété par le traducteur de votre livre, Pierre de Marty, qui est à vos côtés. Alors, voilà, petite présentation rapide. Le thème de cette table ronde va vraiment s'appuyer sur vos œuvres, avec quand même peut-être des extensions sur vos préoccupations générales d'écrivain, et puis peut-être aussi ce par où vous êtes passé, ce par quoi vous avez été formé, peut-être, ce qui vous a marqué dans votre jeunesse, dans votre culture.
La modernité n'a pas relégué ce que dans toutes les cultures, les textes ou les traditions orales rapportent, à savoir que certaines personnes détiennent des pouvoirs capables de soulager les maux et parfois de les guérir. Ces personnes ont un statut très spécial dans ces sociétés, mais aussi souvent, ces personnes sont rejetées dans le monde contemporain, où pourtant on reconnaît que la parole, l'écoute, l'attention sont d'autres façons d'apaiser les souffrances d'autrui, de réparer les vivants. Alors les lecteurs de Maëlys de Kerangal reconnaîtront le titre « Réparer les vivants », sans passer forcément par des actes médicaux. Est-ce qu'il s'agit de simples croyances? Et à quoi sommes-nous prêts à croire pour nous sauver et sauver les autres? Voilà, c'est le cadre de cette table ronde. Évidemment, ça va prendre des pistes peut-être insoupçonnées en vous écoutant. Alors, j'ai envie de commencer avec Au temps des requins et des sauveurs, qui est sorti aux éditions Gallimard, traduction de Charles Courset, de Kawai Strong Washburn. On est à Hawaï en 1995 et au cours d'une promenade familiale en bateau, le petit Nainoa tombe par-dessus bord dans l'océan Pacifique. Et il y a une sorte de miracle qui s'accomplit. Je vous dévoile rien, puisque c'est vraiment l'ouverture du livre qui est magnifique, qui est même magique. Un banc de requins encercle cet enfant. Tout le monde craint pour sa vie, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les requins viennent doucement rapporter l'enfant à ses parents, à ses frères et sœurs. Et ça démarre cette histoire d'une manière vraiment extraordinaire, avec une légende, en quelque sorte, qui est celle-ci, mais même avant, en fait, au moment de la naissance, au moment de la conception d'Ainonoa, il y a déjà des légendes. Alors, Kawai Strong, je voudrais qu'on commence avec ça, puisque ce qui va être particulier pour cet enfant, Nainoa, Noah, hein, puisqu'on le surnomme Noah, c'est qu'il va être capable de guérir les gens, de réparer les corps. Et je voudrais vous interroger sur ça pour vous demander d'abord si ça fait référence directement à des légendes, à des histoires, à des choses qu'on vous a transmises, rapportées, pour savoir en gros d'où cette histoire-là est sortie, cette idée-là de sauver un enfant par les requins et que celui-ci soit capable de guérir des corps par la suite. So the sharks themselves, and there's an idea in Native Hawaiian mythology of an Aumakua, which is your ancestors returning to you through an animal. And so the shark that's present at the start of the novel is that, which is a Native Hawaiian legend. Alors oui, effectivement, dans la mythologie hawaïenne, il y a ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si je le prononce bien, Aumakua, pardon. C'est cette notion que vos ancêtres reviennent à vous d'une façon différente, et cette image des requins, c'est un peu cela qui se produit au début du livre. However, the child, the young boy, whose abilities we come to see, Nainoa, that doesn't come from any sort of legend or mythology. And for me, I don't know exactly where that part of the idea came from, but over the course of writing the novel, I came to think of that as a metaphor for the expectations we place on individuals. Pour ce qui est de l'enfant et de ses pouvoirs, cela n'a pas de rapport avec la mythologie hawaïenne. Je ne sais pas vraiment d'où c'est venu, mais en écrivant mon livre, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était peut-être une sorte de métaphore des attentes que l'on place parfois sur un enfant. And for me, this is
this idea of a singular individual feels like a very American concept. The idea of history, in my experience in the United States, has often revolved around singular individuals, singular men, often white men, and the idea is the things that changed in the country changed because of a single man. And so in the story, this child came to embody that sense of, is a singular individual, is a singular person responsible for changes that are important? Or is it something different than that? And the book asks this question. Alors pour moi, quand je regarde les États-Unis, en tout cas l'expérience que j'ai des États-Unis, c'est une société qui est très marquée par des individualités. Quand on regarde à travers l'histoire, on a souvent l'impression que c'est une personne, souvent un homme blanc dans la plupart des cas, qui a véritablement changé le cours de l'histoire. Et l'enfant représente en quelque sorte cette idée, est-ce qu'un individu unique est responsable pour tout? En tout cas, c'est la question que pose ce livre. Eh ben, merci, parce que ça introduit fort bien, je trouve, la suite de cette table ronde, parce que c'est une question qui va être abordée aussi par, je crois, nos autres invités. Je voudrais qu'on reste un tout petit peu avec vous, Kawai Strong, juste pour situer les autres personnages, parce qu'effectivement, on parle beaucoup là de Noah, et de l'attente qu'exercent ses parents, le père, la mère, qui évidemment ont une sorte de foi presque aveugle dans ce qu'il sera capable de faire. Et ça a effectivement commencé, je l'ai un petit peu souligné tout à l'heure, à la conception, puisque apparaissent au moment où le père et la mère ont une nuit d'amour qui va engendrer en quelque sorte la naissance de cet enfant, une vision, celle des marcheurs nocturnes, qui est une autre légende hawaïenne, et qui donc du coup place en quelque sorte cette naissance future déjà sous le sceau de la magie. Donc le père et la mère évidemment espèrent énormément. Et puis il y a la sœur, Kawi, et puis Dean, le frère, qui vivent avec cette espèce de fatalité de savoir que leur frère a été en quelque sorte l'élu, celui qui a été choisi, et malgré tout, c'est leur frère. Donc ça va engendrer des soucis, mais aussi, ce qui vient d'être dit, des relations très particulières qui jouent entre l'individu et la communauté, en l'occurrence la communauté familiale. On reviendra peut-être à ça avec Guadalupe Nettel, mais je voudrais d'abord me tourner vers Ta-Nehisi Coates avec la danse de l'eau, parce que il y a là aussi un démarrage presque magique du livre, puisque on est avec le jeune Hiram, qui est né esclave. Alors dans le livre, on ne parle pas d'esclave, on parle d'asservi, et les maîtres sont des distingués. On reviendra peut-être sur ce vocabulaire. Hiram qui vit une presque mort par noyade au début du livre, avec une vision, et qui survit à cette noyade. C'est un début d'ouverture de livre qui nous place d'emblée là aussi dans quelque chose d'assez magique, même si on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Hiram lui-même ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et on va rentrer dans la vie de ce jeune homme qui est assez particulière, puisqu'il bénéficie d'une mémoire prodigieuse. Alors au début, on pense que c'est un peu ça, son côté élu, ce qui le caractérise particulièrement. Mais Ta-Nehisi, c'est beaucoup plus complexe que ça. La mémoire n'est qu'un aspect de ce dont il a hérité. So for me,
I thought of Hiram as kind of a character, of course, but also an embodiment of a particular problem that I think we have in America, and maybe we have in all countries, and that is the ability to recall things that are fundamental to ourselves, but are in fact very, 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 very painful. And so the memory of slavery in America, different for the country at large than for black people in particular, like Hiram, lives as this kind of painful thing that keeps us repeating over and over and over and over and over again, basically the same history. And so I was very, very interested in not just the memory as a kind of superpower that allows Hiram to do these wonderful things in the book. It allows him to move from place to place. But actually in this kind of inner search for him to reconcile himself to a particular element of history. And I'll say a little more, but I'll stop there. Oui, pour moi, Hiram est bien sûr avant toute chose un personnage, mais il était dès le départ également pour moi l'incarnation d'un phénomène propre aux États-Unis, mais sans doute aussi d'autres pays dans le monde. C'est cette idée de la mémoire comme capacité à se rappeler de choses absolument fondamentales et qui, en l'occurrence, dans le cas de l'esclavage, puisqu'il est dépositaire de cette mémoire-là, sont des choses excessivement douloureuses. Donc Hiram est à la fois un personnage de fiction et en même temps l'image, l'incarnation de cette mémoire de l'esclavage et d'une histoire qui ne cesse de se répéter de manière cyclique. Donc il a ce don effectivement d'une mémoire prodigieuse qui peut être considérée comme une sorte de super pouvoir qui lui permet de bouger d'un espace à l'autre, d'un temps à l'autre, mais c'est aussi, ce super pouvoir, c'est pas simplement un super pouvoir physique, c'est aussi un moyen de se réconcilier, de se connecter à un élément très particulier de l'histoire américaine. Désolé, juste un petit pas, c'est très important. This is, my French is okay. So. The history of slavery in America is not simply the history of forced labor. It's the history of sexual violence. It's the history of rape. We are all, as Black Americans, and we are all those of us who live in the diaspora where slavery was practiced, we are all the descendants of the crime of rape. Every single one of us. And Hiram is trying to reconcile himself to that fact, that he is the product of sexual violence, and that the person who actually perpetrated the act of sexual violence then went and sold his mother away. And it's a very, very, very difficult thing to face. If I may, I'm just returning from a trip to Senegal. And one of the huge things I had to confront was how myself as a Black American was regarded there among them as mixed, as they say, which they meant no harm by, and I took no offense to. But what is in the back of that, at least in my memory, is that you are the child of rape. Even if it's not directly your father, your mother particularly, but you as a group are the child of this huge, war crime of rape. And so through the book, Hiram is very much trying to reconcile himself to that fact, which I think in various degrees we all are. Oui, j'ai un point très important sur lequel j'aimerais insister, c'est que l'histoire de l'esclavage aux États-Unis n'est pas seulement l'histoire de l'esclavage en tant que tel, c'est aussi l'histoire d'une violence sexuelle. C'est l'histoire d'un viol perpétré sur une communauté tout entière, une diaspora dont nous sommes tous les Afro-Américains aujourd'hui, nous sommes tous les descendants de cette histoire, les descendants et les produits de ce crime de viol collectif. Et le personnage de mon roman, Hiram, est lui-même justement le produit
direct d'une violence sexuelle perpétrée par un maître sur une esclave. Et pour compliquer les choses, donc son père, celui qui a perpétré ce viol, finit ensuite par vendre la mère du petit Hiram. Donc c'est quelque chose pour lui qui est extrêmement compliqué à affronter. Et puis, ça me fait penser que je reviens tout juste d'un voyage au Sénégal. Et là-bas, je suis considéré en quelque sorte comme le produit d'un mélange, puisque en tant que citoyen américain, alors ça m'était pas dit de manière forcément péjorative, mais en tout cas, ça renvoie à cette identité de l'ensemble de la communauté afro-américaine aujourd'hui aux États-Unis comme groupe dont nous sommes tous les enfants d'un crime collectif. Oui, merci de cette précision d'emblée, puisque effectivement, Hiram est un peu comme Noah dans Au temps des requins et des sauveurs, aussi une métaphore. C'est un personnage en tant que tel. Mais évidemment, il concentre dans son histoire toute une histoire qui est celle de cette mémoire prodigieuse et celle de ce viol permanent. Il est né esclave, mais c'est effectivement un des deux fils du maître des lieux, Walker, et il est chargé de surveiller son frère blanc, Ménard, qui est pas très futé et qui fait beaucoup de bêtises. Et en gros, Hiram est chargé de surveiller son frère, ce qu'il va faire jusqu'à la mort de celui-ci. On a parlé de la vente de la mère juste après le viol, donc quand Hiram est tout jeune enfant. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut signaler, Ta-Nehisi, c'est que malgré cette mémoire prodigieuse, Hiram n'a aucun souvenir de sa mère. Il n'a aucun souvenir de moments vécus avec elle. Il n'a aucun souvenir de parcelles de son corps. Il n'a qu'une vision assez fugitive d'elle dansant, la danse de l'eau avec une jarre d'eau sur la tête sans faire tomber une seule goutte d'eau. Cette absence va être motrice du roman aussi, parce qu'il va essayer de combler cette absence. Ta-Nehisi, comment ça se passe ? That's a deep question. Wow. Well, he doesn't want to. He doesn't. The thing is, Hiram doesn't want to remember. And again, I return to the metaphor. We would rather not deal with this. And I'm sorry to keep referencing this, but I guess it's because it's fresh in my mind. When I began to explore the Francophone world, the first place I came was here. There are plenty of other Francophone countries that I could have gone to. There are plenty of other places where they speak French, where maybe there are some things that are actually much closer to my own history that I could have gone to. But it took me many years before I could go back to Dakar. And I say go back. And that is because the weight of it is so heavy that it's just indescribable, you know. And I swear I didn't plan this out, but you know, I'm sitting here in this city, and I'm watching the waves come in from the Atlantic Ocean, and I'm thinking about my family on the other side of the ocean, who are from a small town and lived there for basically from the point that they were enslaved there. And how I would go there as a kid and I would see the waves from the other side of the ocean. And I almost don't have the words to describe it. The feeling. What I can tell you was it was not a place that
that I was eager to visit. It was not a collective memory that I was eager to face, to reconcile myself to. And in that sense, Hiram is a manifestation of that. I would rather sit here and eat baguettes and butter and moule frites and drink really nice wine. I had great food in Senegal too, by the way, but great Cheboujen. But I would rather do that, or there's a part of me that would much rather do that than face the truth of what happened. And so Hiram is a manifestation of that great difficulty. Mon personnage, Hiram, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lui, il a ce don de la mémoire, mais en réalité, il ne veut pas se souvenir. Et j'en reviens donc à la métaphore. Il est aussi la métaphore de cette volonté de ne pas, de préférer ne pas se souvenir. Pardon, je reviens encore à cette histoire de mon voyage au Sénégal, parce qu'il est tout frais dans ma mémoire. Quand j'ai commencé à découvrir le monde francophone, le tout premier endroit que j'ai découvert, c'était ici, c'était en France. J'aurais pu aller ailleurs, j'aurais pu aller dans bien d'autres endroits, des endroits qui sans doute auraient eu un lien beaucoup plus proche avec ma propre histoire, mes propres ancêtres. Et il m'a fallu de très nombreuses années pour retourner à Dakar. Et je dis bien retourner. Mais c'est quelque chose d'extrêmement lourd et c'est quasi indescriptible, en fait, le sentiment que ça suscite en moi. Voilà, je suis assis ici aujourd'hui dans cette ville et je contemple les vagues venues de l'océan et je pense à ma famille de l'autre côté de cet océan, dans une petite ville. Ça me fait penser à mon enfance où j'étais finalement de l'autre côté, dans la situation inverse, où je pouvais imaginer cet autre côté de l'océan, mais dans l'autre sens. Et en réalité, il n'y a vraiment pas de mots pour décrire le sentiment qu'on éprouve à ce moment-là. Ce qui est certain, c'est que je ne voulais pas aller là-bas. Je ne voulais pas aller de l'autre côté. Je ne voulais pas aller dans cet endroit où se trouvent les racines du passé, m'y confronter ou chercher une forme de confrontation ou de réconciliation. Et voilà, pour tout dire, je préférais de loin rester ici et manger des baguettes, du beurre, des moules frites. Et la très bonne nourriture qu'on mange également au Sénégal. Voilà, je préférais faire tout ça plutôt que d'avoir à me confronter à la vérité de ce passé. Merci, Tanaïsi. Est-ce qu'on parle maintenant du vrai super pouvoir qu'il a, Hiram, parce que vous l'avez évoqué un tout petit peu. Cette mémoire prodigieuse, au début, on pense que c'est ça son vrai super pouvoir, mais là, ce déplacement d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, ces déplacements à la fois temporels et géographiques me font penser qu'on peut peut-être dire ce que Hiram est capable de faire malgré lui, là aussi. Un peu comme sa mémoire prodigieuse, il ne maîtrise pas ce super pouvoir. Est-ce qu'on peut évoquer ce super pouvoir? Ou alors on le garde secret encore? That's very interesting. It's interesting because the basics of the idea of memory, moving you from place to place, it comes from really deep mythologies and beliefs within African Americans. There are all of these stories of black people on the voyage over, leaping off of the ships into the water, and oftentimes these are depicted as acts of not just resistance, but in fact a victory and triumph. There's stories about black people on slave ships rebelling and singing songs when the rebellion is finally put down, of the water god is taking them back home. There's stories in our mythology of a popular story is the people could fly. The idea of black people escaping by flight. And so I was really trying to invoke all of that with the superpower. It's funny to even hear it described as a superpower, because I love comic books and superpowers and all that sort of things. But I wasn't even thinking about it that way. I was really trying to pull from the
the very, very basic sense of metaphor that, you know, to actually move to another place, you have to remember. And from these are stories which we tell, which just, I mean, have affected me so much since I was a child. I hadn't thought so much about it with myself, actually, you know, and Senegal and everything that's happened until actually just right now. Oui, c'est très intéressant cette idée effectivement de la mémoire qui dans le livre a le pouvoir de faire bouger d'un endroit à un autre, de transporter les personnages d'un endroit à un autre. En réalité, ça vient, l'origine de cette idée, c'est des histoires qui sont ancrées très profondément dans une mythologie dans le peuple afro-américain, avec toute une série d'histoires qui existent sur ces esclaves, sur les bateaux négriers qui sautaient des bateaux pour s'échapper et qui sautaient à l'eau. Et ces histoires racontent ces évasions dans l'eau comme des actes des gestes de victoire et des actes de triomphe qui étaient d'ailleurs accompagnés par des chants victorieux au moment de ces actes de rébellion contre l'esclavage. Puis donc quand ils sautaient dans l'eau, ces gens étaient pris sous l'aile, pour ainsi dire, du dieu de l'eau qui les ramenait chez eux. De même qu'il y a toute une mythologie autour de l'idée que voilà, les Afro-Américains, les esclaves noirs pouvaient s'évader en volant, en s'envolant. Mais en réalité, c'est assez étrange pour moi d'y penser comme un super pouvoir, parce que bon, moi j'adore les bandes dessinées, les comics, mais en réalité c'est pas du tout à ça que je pensais dans la manière dont j'ai abordé le pouvoir de faire bouger les choses par la mémoire. J'essayais vraiment de revenir au sens le plus élémentaire de cette métaphore qui est celui de l'évasion, et en fait ça m'a ramené au sens le plus profond de ces histoires, de cette mythologie qui m'ont durablement affecté quand j'étais enfant, et à vrai dire, j'y ai pas consciemment pensé pendant la rédaction de ce livre, et c'est juste maintenant, en parlant, que ça m'apparaît de manière aussi forte. Voilà, c'est un phénomène qui est appelé la conduction dans le livre, et que Aram va petit à petit apprendre à maîtriser. On va revenir à ce livre, mais je voudrais me tourner vers Guadalupe avec L'Oiseau rare. La Hija Única, la fille unique dans le titre original. La traduction est Joséphine de Vispalaer et c'est publié aux éditions d'Alva. Là, on est dans quelque chose qui apparemment est beaucoup plus réaliste. Et pourtant, peut-être pas. On va voir. Deux jeunes amies, Laura, la narratrice, et puis Alina, se font un serment quand elles sont jeunes, c'est de jamais renoncer à leur liberté et de ne jamais être mère, avoir des enfants. Des années plus tard, à la trentaine, Alina pourtant décide de tomber enceinte, d'être enceinte, et ça sera au prix de grandes difficultés et de longues attentes. Et Laura, son amie, donc la narratrice, qui tient une sorte de journal de ces jours-là, est plutôt accablée de voir son amie renoncer à ses idéaux, à leurs idéaux, et pourtant elle ressent immédiatement de la joie, très sincère et très forte. Et la venue de cet enfant, la petite Inès, est là aussi quelque chose qui marque une étape supplémentaire, parce que Inès est destinée à ne pas survivre. C'est ce qu'en tout cas les médecins disent. Ils décèlent une malformation au cerveau et ça va tout bouleverser, l'arrivée de cet enfant. Alors je disais, Guadalupe, que c'est apparemment plus réaliste, mais malgré tout, il me semble qu'il y a des éléments là, peut-être dans ce qu'on a déjà entendu, qui peuvent faire écho avec ce roman L'Oiseau rare. Et en particulier la question de la famille, de la transmission, de la mère, évidemment, il en a été question là. Et ma première question va être celle-ci. C'est ce point de départ d'aborder la question de l'enfance, de la maternité d'une manière assez différente, je trouve, par rapport à pas mal d'autres livres, et en même temps très frontale, très directe. J'avais envie de partir de là, de savoir comment cette histoire est arrivée
et ce qui a déclenché surtout l'envie d'écrire à ce propos. Bon, déjà, bonjour. Merci d'être venu. Merci pour cette présentation et merci au Festival America pour l'invitation et à mon éditrice Juliette Ponce de l'édition d'Alva. Ça fait un peu bizarre dans le XXIe siècle de se retrouver dans ce panel entouré de 5 monsieur. Ça fait un peu étrange aussi parce que je ne suis plus tellement habituée. Quand j'étais très jeune et que je commençais ma carrière, je me sentais fière de pouvoir être la seule femme entre tant d'hommes. Et puis tout un cheminement, une réflexion s'est produite dans ma tête qui fait que maintenant je suis très très contente de m'être retrouvée aussi parmi des autrices et que dans ce festival il y ait tellement d'autrices, femmes invitées, ce qui n'arrivait pas avant. Et ça a à voir tout à fait avec la question que vous venez de poser parce que ce livre-là, je l'ai écrit à un moment où en Amérique latine tout entière, mais et très fortement, notamment au Mexique, il y avait des manifestations multitudinaires dans la rue pour défendre les droits des femmes, et en particulier celui du droit à la vie. Au Mexique, 11 femmes par jour sont assassinées pour des questions de genre, et par leur mari, par leurs frères, par leur père. Parce qu'au Mexique et dans plusieurs pays du monde, comme vous le savez sans doute, la vie des femmes compte beaucoup moins que celle des hommes. Et c'est une chose banale que l'on peut retirer parce qu'on est jaloux, parce qu'on est fâché, parce qu'on n'a pas envie de voir cette tête-là. Et donc c'est avec cet état d'esprit que j'ai repris l'histoire d'une amie très proche, une amie qui venait de vivre une tragédie et qui allait mettre au monde une petite fille. Et donc je me suis demandé qu'est-ce que c'est qu'être la mère d'une petite fille dans un pays comme le mien. Qu'est-ce que c'est que naître en tant que femme? C'est quoi, à quoi on est directement exposé? Quel est le destin d'une petite fille qui naît ici? Et ça, on le dit, cette réflexion se passe dans la salle où la gynécologue lui annonce que ça sera une petite fille. Mais alors que ce n'était pas du tout mon idée initiale, ce livre est devenu un livre sur la condition des femmes et notamment sur la condition de la maternité, mais les mères, hein, parce que dans la maternité, c'est comme un croisement de chemin de beaucoup de questions qui ont à voir avec le genre, avec la situation des femmes, la violence qu'elles subissent, le manque de droits qu'on a encore dans la société, et puis l'inégalité économique et plein d'autres questions. Donc c'est à peu près ça qui a déclenché l'écriture de ce livre. Ces mouvements pour le droit des femmes, contre les violences faites aux femmes, apparaissent dans le livre un peu comme un bruit de fond, et puis de plus en plus c'est présent, ça intervient dans la narration. Les deux personnages se retrouvent au milieu des manifestations, un peu étonnés et presque admiratifs de ce mouvement naissant sous leurs yeux, dont elles sentent qu'elles font partie, en quelque sorte. Et il y a toute une réflexion qui se fait justement sur les différentes manières d'être mère, mais aussi les différentes manières finalement d'être femme et d'être sœur. Il y a une sorte de réflexion sur la sororité qui se met en place. Alors j'étais frappé par une image à un moment, quelque chose que j'ignorais, puisqu'on est avec les requins depuis tout à l'heure. Dans ce livre, il y a des dauphins qui
ont plusieurs marraines qui accompagnent la mère au moment de l'accouchement et qui l'aident à s'occuper de ce petit pendant les premières années. Alors c'est juste une phrase à l'intérieur du livre, mais ça vient au moment où il y a toute une réflexion sur finalement qui s'occupe de quels enfants. Est-ce que ses propres enfants sont seulement les siens? Tous ces enfants qui ont été élevés par leur grand-mère, par leur sœur aînée, tous ces enfants qui ont des mères de substitution, mais ce n'est pas péjoratif, c'est une autre manière d'être mère. Ce sont des réflexions qui viennent à Laura, la narratrice, parce qu'elle-même va rencontrer, en quelque sorte, aussi son enfant, d'une certaine manière, avec le petit voisin, avec Nicolas, avec aussi des choses qui sont assez violentes, là aussi. Le petit garçon, d'emblée, marque de la violence. Alors, l'orage, ça m'intéresse aussi de... il y a beaucoup de questions de femmes, évidemment, dans ce livre, mais il y a l'apparition de ce petit garçon, de ce Nicolas. Oui, vous avez touché un point clé, c'est la sororité, comme on appelle aujourd'hui, mais pour moi, c'est l'amitié, les liens d'entraide, de solidarité qui existent, pas uniquement entre les femmes, mais dans toutes les communautés vulnérées. Parce que quand on est dans une situation de fragilité et de inégalité, disons, et d'exposition, quand on se sent en danger, la première chose qui surgit, c'est une sorte d'entraide ou d'esprit de solidarité, que ce soit, je pense, enfin, notamment dans les femmes, beaucoup d'auteurs ont parlé, et puis d'activistes aussi, mais dans toutes les communautés, quand on est en danger, on s'entraide. Et ça, c'est quelque chose qui a surgi, que j'ai vu, parce qu'au Mexique, par exemple, quand on revient d'une soirée ou que l'on marche, que ce soit que l'on marche ou que ce soit que l'on aille en taxi ou en transport commun, on se sent beaucoup plus vulnérable que dans la journée. Et il y a des réseaux immédiatement qui se mettent en place. Est-ce que tu es arrivé? On s'appelle, on se donne des coups de fil, on se demande si la personne est arrivée, si elle n'est pas arrivée. Immédiatement, on commence à la chercher, on commence il y a un radar qui se met en place pour la trouver et pour qu'immédiatement on sache où elle est. Souvent, il arrive que cette personne n'arrive pas chez elle et qu'elle soit kidnappée, etc. Tous les jours, on entend des cas de femmes qui n'arrivent pas à leur domicile. Et c'est assez poignant, je dois dire, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on lit dans les journaux uniquement, c'est très souvent que ça se passe très souvent que la sœur d'une amie ou que la cousine d'un tel ou d'une telle disparaissent. Donc, ces liens de solidarité aussi se manifestent, ne sont pas uniques, comme je disais, ne sont pas uniquement... non pas à voir uniquement avec les femmes, dans la nature aussi, ça se passe. Et puis, pendant l'écriture de ce roman, j'ai commencé à faire une sorte de recherche. Comment ça se passe, l'élevage des petits dans la nature, je me suis demandé. Et je suis allée voir que chez les mammifères, notamment, mais dans beaucoup d'espèces, mais surtout dans les mammifères, la façon la plus naturelle, c'est d'élever en groupe, en troupeau, ou même si c'est dans des espèces qui ne sont pas regroupées en troupeau, il y a, comme vous le disiez, les dauphins, les orques, les loups, les éléphants qui élèvent, qui mettent en place des réseaux de femelles pour élever le petit qu'une d'entre elles vient d'avoir. Alors, je me demandais comment ça serait si dans notre espèce à nous, l'humain, on revenait dans cette pratique qui n'est pas étrangère à notre espèce en réalité, mais qu'on a perdue. De même que les mammifères perdent cette capacité d'organisation quand ils sont en captivité,
je me suis dit, mais nous, on est en captivité par nous-mêmes, parce qu'en fait, on a perdu cette façon d'élever après l'industrialisation, quand les familles sont devenues nucléaires et que les femmes sont restées à la maison, isolées de la famille étendue, du village, de la tribu, pour élever les enfants en solitaire. Donc, il y a cette espèce d'utopie de revenir à la communauté de mères qui élèvent des enfants en même temps. On va voir comment ça résonne avec les deux autres romans, mais d'emblée, Ta-Nehisi, ça me fait penser que ce jeune Hiram, il vit dans la rue dès qu'il quitte la demeure de son père, la demeure du maître. Il est dans les souterrains, mais avant, il vivait dans la rue. Il y avait une sorte de deuxième mère, Fena, je ne sais pas comment on prononce, qui l'a élevé, mais il a été élevé en quelque sorte par la communauté, lui aussi. Il y a des communautés qui se mettent en place. Et ce que vient de dire Guadalupe sur la mise en danger et des réseaux qui se constituent, là aussi, dans la danse de l'eau, il y a des réseaux souterrains, secrets, qui se constituent, non pas sur le plan familial, encore qu'un petit peu, mais sur cette solidarité aussi pour libérer, en quelque sorte, les asservis qui circulent du sud des États-Unis, où ils sont vraiment asservis, au nord, où ils vont peut-être trouver la liberté. Donc, à la fois, cette histoire de famille élargie et de réseau, peut-être, Ta-Nehisi, quelques mots. Yeah. So I think this is very interesting because I started off and I was talking about the entire community being the descendants of sexual violence and of rape. I'm sorry. I'm apologizing because it's a little complicated, and he has to translate. In America, there was this movement, and maybe it's reached here too. I don't know how broad it is, but in the past, for instance, when I was much younger, you referred to people who had endured the crime of rape as rape victims, and that was a terminology you used. And then maybe about a decade or two ago, at the urging of what became known as rape survivors, and of activists and feminists in the country, you began using the term rape survivor. And it never quite clicked with me, why. I had no problem using the terminology, but I can't say I understood the reasoning up front. But one of the things that became clear in writing La Danse de l'eau was the power to name yourself is really, really important. Someone does something to you, and you become the thing that they did to you. It erases your entire identity. Maybe you have a great sense of humor. Maybe you like to cook. Maybe you like to dance. Maybe you like to sing. But you become this thing that the person did to you. And so when I was writing La Danse de l'eau, it was very, very important that I not just depict the effects of the crime of enslavement and of sexual violence, but the community that you spoke about. It was really, really important that the black people in the book have interior lives, that they have their interior community, in the street as you just talked about. Depicting that was just really, really, really important, because if you don't, you then become a part of the dehumanization. You yourself continue the crime. And one of the great lessons that Hiram has to learn, as he goes through this process, is that his liberation cannot merely be personal. That he has to think of it in some sort of, communal way. That he has to think of, all of these people who took care of him and made it possible, even for him to dream of freedom in the first place.
Alors, oui, j'ai commencé à parler de cette notion de communauté dans son ensemble comme descendante d'un crime de violence sexuelle qui concerne l'ensemble d'une communauté. Mais je voudrais revenir sur quelque chose. C'est aux États-Unis, peut-être dans d'autres pays, peut-être ici aussi, on parlait pendant très très longtemps, en termes de terminologie, de victimes de viol. Et puis, il y a environ 10 ou 20 ans, grâce au travail de tout le militantisme et le renouveau du militantisme féministe, on a commencé à parler des survivants du viol. Et moi, j'ai aucun problème pour utiliser cette terminologie, mais je me suis toujours demandé pourquoi exactement il y avait ce changement de terminologie. Et en fait, c'est en écrivant La danse de l'eau que c'est devenu, ça m'est apparu clairement, parce qu'en réalité, il y a un point essentiel, c'est cette capacité à se nommer soi-même, à se désigner soi-même. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un vous fait subir quelque chose, quand vous êtes victime de quelqu'un, eh bien cette personne réduit votre identité à ce qu'elle vous a fait subir. Voilà, vous pouvez être quelqu'un qui a beaucoup d'humour, vous pouvez être quelqu'un qui aimait faire la cuisine, danser, chanter, mais à partir du moment où vous avez subi quelque chose, que ce soit un viol ou une autre forme de violence, vous êtes intégralement réduit, votre identité est effacée et elle est intégralement réduite à cet acte que vous avez subi. Donc, quand dans le livre je parle de l'esclavage, c'est très important pour les personnages, pour Hiram et pour les autres personnages qui forment cette communauté d'esclaves, de ne pas être définis uniquement par leur statut inférieur d'esclaves aux yeux des maîtres. Donc cette communauté, elle se constitue aussi pour s'entraider, mais également pour se donner un propre nom et pour se redonner l'identité qui lui a été dérobée par le crime. Donc, tout le processus d'apprentissage par lequel passe Hiram tout au long du roman, c'est la compréhension que sa libération n'est pas seulement sa libération à lui, c'est pas une libération simplement personnelle, c'est aussi la libération de l'ensemble d'une communauté dont l'identité a été effacée par un crime. Merci beaucoup, c'est très beau et ce qui est remarquable, c'est de l'avoir découvert en écrivant, justement, en rentrant dans cette voie. Kawai Strong, je me tourne vers vous parce qu'il me semble que ce qui vient d'être dit pourrait aussi se rapporter à de nombreux personnages de Autant des requins et des sauveurs, et à commencer par Noah, qui subit en quelque sorte ce qu'on lui met sur les épaules, cette capacité à guérir. Il ne sait pas trop quoi en faire, il le rejette, il l'accepte, il va d'un point à un autre, et autour de lui, en particulier son frère et sa sœur, le subissent aussi. Ça détériore absolument toutes leurs relations, tout le monde se cherche, tout le monde cherche à retrouver sa vraie personnalité. Et Autant des requins et des sauveurs, Kawai Strong, j'aimerais bien que vous nous parliez de cet aspect-là, c'est-à-dire comment finalement se retrouver à la fois son individualité et en même temps retrouver peut-être ce qui fait lien avec la communauté. Il me semble que tout le sujet du livre est là, ce balancement entre l'individu et la communauté. Yeah, thank you for the question. It's an excellent question, and it's a very important insight into the novel. Because again, as I said, during the first draft of writing the novel, I came to realize what Nainoa represented to me was this tension between the individual and the idea that when we tell ourselves that the past, the changes that were important, that happened when those were the product of a single individual, and that we want change now, then it's dangerous because it leads us to believe that the changes that need to come require a specific individual to enact those changes. Je voulais que j'avais mon propre micro. Oui, alors merci pour cette excellente question. Je pense que c'est effectivement un des sujets clés du livre. Et lors du premier jet pour mon roman, j'ai compris ce que Nainoa représentait pour moi, ce lien entre l'individu et la communauté. Et pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt, cette idée
du fait qu'un individu à lui seul peut changer les choses, je pense que cela est assez dangereux parce qu'aujourd'hui, quand on a besoin de changer les choses, eh bien, on attend tout simplement la bonne personne, en quelque sorte, qui puisse venir changer. And the reality is, I've come to understand it studying history, and Guadalupe spoke to this as well. In times of crisis, the first instinct most people have is to help the person next to them. When there are earthquakes, when someone's going to cross the street and there's a car coming and they don't see it, the first human instinct is to reach for that person. It's only when these other things are created that create a barrier between me and this other person that you can subvert that instinct. This is difficult. It's difficult with the translator. I'm so sorry. Oui, et c'est vrai qu'en étudiant l'histoire, et Guadalupe a dit quelques mots là-dessus, quand on traverse une crise, quand on fait face à un tremblement de terre important, par exemple, notre premier réflexe, c'est d'aller à l'aide des autres. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Si on voit une personne traverser la route et qu'elle n'a pas vu la voiture qui arrivait, notre premier réflexe, c'est véritablement de mettre la main, d'essayer d'aller aider cette personne. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre l'identité de ces personnes en jeu qui agirait comme une sorte de barrière qui nous empêche de faire appel à ces instincts. And so the tension in the family, it comes to represent that same subversion that the parents come to believe that one child is important and is going to do things to save them, to change them. But the reality turns out to be much more complicated than that, and it has much more to do with the family as a whole and how they come to understand their responsibility and their relationship to each other, to the land, and to the community. And returning to that in the later parts of the novel is sort of an answer to that question. Is it an individual that makes the change, or is it a community? So. Et je pense que les tensions qui naissent au sein de la famille dans mon roman représentent ça assez bien. On voit qu'un enfant qui semble trop important, que l'on voit comme le sauveur, enfin, en tout cas que les parents voient comme le sauveur, on se rend compte que la réalité est beaucoup plus complexe et qu'il faut plutôt comprendre, enfin que la famille doit venir à comprendre sa relation avec la terre, avec la communauté qui l'entoure. Et dans la deuxième partie du bouquin, on a ce retour à cette communauté. Et je pense qu'on essaie de répondre à cette question, est-ce qu'un individu peut véritablement tout changer au sein de sa communauté ? Oui, Nainoa est ressenti comme le sauveur, pas uniquement d'un point de vue presque miraculeux, mais aussi parce que ça rapporte de l'argent de pouvoir guérir les gens. Le père et la mère vivent des grands moments de difficultés financières et ce qu'est capable de faire Noah leur rapporte de l'argent aussi, tout bêtement, et ça se complique évidemment beaucoup après. Juste dire qu'à White Strong, il y a une transmission qui s'effectue quand même là, c'est-à-dire qu'il faut attendre le départ de Noah pour que Kawhi et Dean se rendent compte de la place qu'ils ont eux aussi au sein de cette communauté, au sein de cette famille, et que peut-être eux aussi ils sont les dépositaires de quelque chose, et qu'ils vont commencer à construire peut-être une autre manière d'établir des relations avec les parents, mais aussi avec leur communauté.
Yeah, part of that for me is both in the islands and in the United States as a whole, my experience of the States is one of, it is a very vicious place. It can be a very vicious place economically. The terms under which you get to survive in the country can be very stark. So if you lose your job in the United States, it can be a death sentence, truly. Alors pour moi, et cela est vrai dans les îles et aux États-Unis de manière plus large, mon expérience est la suivante, c'est un pays qui est très vicieux économiquement. Les conséquences sont extrêmement dures. Si vous perdez votre travail aux États-Unis, dans certains cas, ça peut être une véritable sentence de mort. And so in the novel, of course, the parents will see this son's gift as an opportunity economically. You have to start thinking of things that way. When you don't have enough, you have to think always of money in the United States when you don't have enough. So this is there, and I think in particular for the brother, for Dean, he's a basketball player. He recognizes this. He's the one in the family that recognizes. He's like, I'm tired of being poor. I want money. I want us to be safe. I want us to feel safe and free. Right? And so his understanding of the United States is perhaps better than the members of the family who think maybe it's something a little bit different. So his relationship becomes one of that, of being like, if my brother is magic or it has these gifts that you think is going to save us, I know what's going to save us, and it's money. And so he has a very different idea, but in some ways it's a very true understanding of the United States. Et c'est vrai que dans ce roman, les parents voient le don de Noah comme tout simplement une entrée d'argent possible. Et aux États-Unis, il faut penser comme ça. Les parents doivent penser comme ça car ils sont en grande difficulté financière. Et cela me fait penser à Dean, le grand frère qui est joueur de basketball. Et c'est peut-être celui qui identifie le mieux cette condition. Il se dit, j'en ai marre d'être pauvre, je veux mettre les miens à l'abri, je veux de l'argent, ça suffit avec la pauvreté. Et finalement, c'est peut-être lui qui comprend le mieux dans cette famille comment fonctionnent les États-Unis. Et il se pose la question, si vous pensez que c'est peut-être ce don qui va apporter une sorte de prospérité à la famille, eh bien peut-être que moi je peux faire ça différemment. Oui, il comprend comment ça fonctionne aux États-Unis. Je rappelle qu'Hawaï, c'est les États-Unis, parce que c'est pas évident pour nous, mais c'est un État des États-Unis. Mais c'est peut-être celui qui comprend le mieux aussi comment fonctionne la famille, en fait. Et je voudrais, pour terminer, parce qu'on est déjà tout près de la fin, citer Guadalupe Nettel dans L'Oiseau rare, qui cite elle-même Viviane Gornick. « Si tu ne pars pas de la maison, tu étouffes. Si tu pars trop loin, tu manques d'oxygène. » J'adore cette phrase parce qu'elle résume, il me semble, vraiment à la fois ce livre-là, mais aussi certaines choses qui viennent d'être dites. Guadalupe, pour peut-être le mot de la fin, où on aura peut-être le temps de faire un tout petit tour de table. Là, on a parlé finalement de pouvoirs magiques, extraordinaires, super pouvoirs, mais qui sont peut-être métaphoriques, mais peut-être réels aussi. Au fond, dans L'Oiseau rare, est-ce qu'il y a un super pouvoir? J'ai l'impression que oui. Et je voudrais l'entendre par l'autrice. Bon, moi aussi, je pense ça. Je pense que c'est un super pouvoir qu'on a tous au fond de nous et qui peut surgir à des moments de détresse profonde ou de tragédie. Et c'est ce qui m'a
qui a détonné l'envie en moi d'écrire ce roman, c'est de voir comment quelqu'un qui, au fond du désespoir, qui croit que sa vie est complètement perdue et détruite et qui se trouve dans des conditions qui la limitent énormément, peut faire quelque chose pour sortir de là et avec ces mêmes circonstances, sans qu'elles changent complètement, se construire une vie qui soit réjouissante, qui soit belle, qui ait du sens et qui lui donne du bonheur quotidien. C'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience. Pour moi, c'est un super pouvoir qu'on a tous. Et ça n'a rien à voir avec la médecine, là, puisque là aussi, autre passage du livre, le neurologue a été obligé d'admettre qu'il y a des cas où la volonté des patients dépasse n'importe quel pronostic. C'est-à-dire qu'à un moment, la science ne peut rien, ou en tout cas n'aide aucune aide, peut-être qu'elle peut quelque chose, mais ce n'est pas ça, au fond, qui va déjouer tous les pronostics. C'est la volonté, c'est la parole, c'est le soin, c'est tout ça. Oui, et bien sûr l'entraide aussi, parce que quand on est... Je crois que le fait d'avoir trouvé des alliés dans cette situation a fait que Alina, le personnage dans lequel est centré le roman, et qui est basé sur une histoire réelle, celle de mon ami, lui a permis aussi de trouver cette clarté d'esprit pour se construire cette vie dont je parlais. Il y a quelque chose qui m'a frappée dans cette rencontre et que je voulais quand même mettre... parce que j'ai commencé à parler des femmes écrivains et je suis très contente que le nom de la table ou du panel soit Réparer les vivants, comme vous l'avez dit, c'est le roman de Maëlys Kerangal, qui est une autrice que j'admire beaucoup. Et notamment ce roman-là, qui a inspiré, dont l'écriture a inspiré celle du mien. J'aime à penser que ça... Ah oui, c'est direct, alors, comme bien. que ça se ressemble d'un côté. Mais dans ce qui a été dit aujourd'hui, j'ai trouvé que, en fait, ces communautés dont on parle, ces communautés vulnérées, ces communautés agressées, sont en réalité très poreuses. Quand on parle de viol et d'agression sexuelle, je me sens immédiatement identifiée parce que c'est qui qu'on a violé, c'est des femmes. Donc là, je crois que tout ce qu'il a dit est vrai. Je ressens ce qu'il dit très profondément. Je me sens très touchée par ses paroles. Et en même temps, je me sens identifiée parce que le groupe auquel je me sens appartenir fait aussi partie de cette communauté. Et pareil, quand on parle de famille et de la construction d'une famille et de liens de solidarité à Hawaï, je sens que ça a beaucoup d'écho avec ce qui se passe dans mon pays. Donc en réalité, comme je me souviens pas de ton nom, c'est quoi? Kawai Strong. Kawai Strong disait... en réalité, il y a beaucoup plus de porosité que celle qu'on pourrait croire au début, et c'est quelque chose que je trouve de très beau dans cette table. Alors peut-être un dernier mot, Ta-Nehisi et Kawai Strong, sur cette porosité entre vos ouvrages, entre finalement ces liens profonds de communauté qui peuvent se dégager, que vous avez découvert peut-être à l'écriture de vos romans, en quelques mots. Oui, en quelques mots, c'est pas facile. This is much deeper than what I usually get in America. I don't know. I have to be honest about this. My sense of myself and my identity is very, very much rooted in being a black person.
the lines that you can draw from that identity abroad are of course there. But I feel like I'm very, very early in the process of understanding, much less being able to write about, you know, where those lines are. I will say, I think things that strike me about the experience of slavery in the United States, and honestly, the things that strike me about the experience of Black people in the United States, are not so different than the things that strike anyone in any dynamic where one group of people has decided to take something from another group of people. Be that very material resources from a country, be that the land from a people, be that the very bodies from a group of women. I don't think the dynamics are much different. But I'm always a little nervous about, in America we have a saying, it's gonna be difficult to translate, but about getting out in front of your skis. And the idea is about talking about things or drawing things that you don't really have the knowledge of, that you can't really stand on. And so I would say I'm probably at the beginning of my journey of being able to draw the links that are probably quite evident to you guys. It's not that I don't think they're there, by the way. I just want to be real clear about that. It's not that I don't think they exist, but right now it's at the label of like coffee table conversation and something I can really defend. Bon, je dois dire que c'est des questions denses et bien plus denses que celles que j'ai l'habitude d'entendre aux États-Unis, mais il faut que je sois tout à fait honnête pour répondre à cette question. Pour ce qui me concerne, la perception que j'ai de ma propre identité est foncièrement ancrée dans le fait que je suis noir. Et en fait, je commence tout juste à comprendre où sont les frontières, la porosité et les liens entre une communauté et une autre, et ce qu'il peut y avoir de commun entre différentes communautés qui ont été victimes du même genre, qui ont dû subir le même genre d'épreuves. Il y a une chose qui me frappe quand je pense à l'histoire de l'esclavage aux États-Unis et à la condition d'être noir aux États-Unis. Finalement, je conçois que c'est pas très différent pour quiconque a été victime d'un groupe qui a décidé de léser un autre groupe, que ce soit par le vol de ses ressources, par le vol de la terre, par l'agression faite au corps des femmes en particulier. Donc je comprends très bien intellectuellement que la dynamique à l'œuvre dans tous ces crimes ne sont pas foncièrement différentes. Mais en ce qui me concerne moi personnellement, je suis qu'au tout début du voyage, du parcours qui va me faire comprendre le lien entre ces différentes histoires. En fait, il y a cette expression, on est en quelque sorte selon la condition à laquelle on appartient, on est un petit peu le nez dans le guidon, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez en quelque sorte, et c'est un vrai travail sur soi en profondeur que de voir plus loin et de voir autour de soi ce qui nous rapproche les uns des autres d'une communauté à l'autre. Eh bien, ça m'apprendra à poser une dernière question aussi dense, pour une réponse aussi dense. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Ta-Nehisi Coates. La danse... je rappelle les titres des livres. La danse de l'eau, traduit et interprété aujourd'hui par Pierre de Marty. L'oiseau rare, merci beaucoup. Donc ça, c'est aux éditions Fayard. L'oiseau rare, c'est aux éditions d'Alva, traduit l'espagnol du Mexique par Joséphine de Vispelaer de Guadalupe Nettel. Merci beaucoup, Guadalupe. Et puis, Kawaii Strong Washburn, Au temps des requins et des sauveurs aux éditions Gallimard, prix des lecteurs Vincennes 2022. Traduit par Charles Recourcé et interprété aujourd'hui par Luca Maccol. On vous retrouve sur le Salon du Livre. Je ne sais pas à quelle heure, mais j'imagine que vous pourrez continuer à discuter avec eux au Salon du Livre. Merci, bon après-midi.